Chers amis de TV Liberté, je viens vous inviter à un salon du livre, Lire sous les pommiers. Cette invitation est une invitation collective. TV Liberté et Radio Courtoisie vous y invitent aussi. C'est le dimanche 9 octobre au château d'Aguesseau à Trouville. Le château d'Aguesseau est la propriété de la famille du général de Castelnau. Et c'est cette famille qui nous reçoit dans ses communs et sur la pelouse. Il y a une messe à 11h30, un pique-nique sur l'herbe, une vente dédicace de 13h à 18h, donc vous venez quand vous voulez. Il y a la gare est pas très loin, c'est difficile de venir à pied de la gare au château parce que ça monte et la chaussée n'est pas du tout bien faite, donc il n'y a pas de trottoir. Et c'est une route assez passante. Mais si vous appelez, on viendra vous chercher. Marion Sigaud, Rénal Sécher, Stéphanie Bignon, Jean-Michel Vernochet, Gérard Lebogne, Bernard Gantois, Éric Leclerc, Jean-Luc Ancelin seront présents et bien d'autres. 786 route d'Aguesseau à Trouville. Mon adresse internet annebrassier7@gmail.com. Ceux qui ne sont jamais venus à ces salons du livre vont découvrir une atmosphère délicieuse, un cadre champêtre et très civilisé, et le grand bonheur de se retrouver entre gens de même pensée au 9 octobre. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir Laurent Arthur Duplessis. Bonjour Laurent. Bonjour Anne. Vous avez publié, il y a déjà quelques années, en 2005, 10 questions sur la Turquie et 10 réponses qui dérangent, toujours chez Jean-Cyril Godefroy. Et vous réitérez votre regard, l'approfondissement de votre regard sur, cette fois, Erdogan, dans un livre qui s'appelle « Erdogan ou la haine de l'Occident ». C'est clair. Je rappelle que vous êtes un ancien journaliste du Figaro Magazine et que donc vous aviez anticipé le drame turc, j'ai envie de dire, puisque Erdogan vient tout de même de déclarer très récemment « Nous pouvons arriver subitement la nuit ». Il a écrit ça, envoyé ça dans la figure des Grecs. Voilà, la nuit sur les îles grecques de la mer Égée, voilà. Contestée par Erdogan, mais pas seulement par l'AKP, le parti islamiste au pouvoir, celui d'Erdogan, mais même contestée aussi par l'opposition kémaliste laïcisante, dont on ignore souvent en Occident que sur les questions de politique étrangère, notamment sur les revendications territoriales face à la Grèce, ils sont d'accord. L'opposition kémaliste épouse tout à fait les vues du président Erdogan. Il y a dans l'opinion publique turque un courant très majoritaire qui appuie ces revendications territoriales, car il ne faut pas oublier que Kemal Atatürk lui-même avait conduit une guerre, notamment contre les Grecs, qui avait débouché sur le massacre de Smyrne en 1922, que Erdogan a rappelé en parlant d'Izmir, qui est le nom turc de cette ville. Et il a rappelé ce massacre non pas pour le dénoncer, mais pour dire que ça pourrait recommencer. Oui. Ils ont, je trouve, une permanence de pensée qui est tout à leur honneur. Oui, on peut le dire. Et Erdogan profite très largement de ce qu'il y a le conflit Ukraine-Russie et donc l'implication de l'OTAN dans ce conflit, pour prendre d'autant plus ses aises vis-à-vis de l'OTAN. Mais enfin, n'oublions pas qu'en 1974, quand la Turquie a envahi la partie nord de Chypre,
L'OTAN... Personne n'a bougé, oui, non. Rien dit. Et les Russes se réinstallent en Crimée, où ils ont toujours été chez eux. On pousse des cris d'orfraie, mais là... Or, il y a des élections générales en 2023 en Turquie. Et Erdogan est confronté à un gros problème. Pendant de nombreuses années, depuis son arrivée au pouvoir en 2002, il a surfé sur une croissance économique formidable et ça légitimait tout à fait la présence de l'AKP au pouvoir et il pouvait d'autant mieux réislamiser la Turquie. Mais depuis 2014-2015, l'économie turque s'est retournée, elle a commencé à s'engager dans une inflation de plus en plus galopante, un chômage grandissant. Et une certaine corruption. Une énorme corruption. J'ai l'impression, oui. Une énorme corruption. L'AKP, qui s'était fait élire sur un argument de pureté en 2002, a versé ensuite, évidemment, dans une corruption échevelée, notamment autour d'Erdogan, où tous ses protégés font fortune dans l'immobilier, etc., puisqu'Erdogan est un fou d'immobilier. Il bétonne les grandes villes, etc. Alors, du coup, que fait-il Erdogan de plus en plus ? Eh bien, il joue la carte des tensions internationales, de manière à pouvoir se relégitimer auprès de l'opinion publique turque par un unanimisme nationaliste, chauvin, pan-turc. Ils ont une fierté patriotique. Moi, je trouve qu'on ne peut pas leur reprocher ça. Puis alors, nous, on en est complètement démunis, mais eux, ils l'ont gardé. Non seulement une fierté patriotique qui est parfaitement légitime, mais dont nous sommes hélas relativement démunis, quoique peut-être de moins en moins, mais aussi une nostalgie néo-ottomane. Oui. Il y a la nostalgie de l'Empire ottoman. Et il joue beaucoup là-dessus, Erdogan, beaucoup. Et il y a les revendications territoriales vis-à-vis de la Grèce, mais il y a aussi une politique d'hégémonie croissante sur l'Asie centrale, sur le Haut-Karabakh, etc. C'est tout azimut. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi assez responsable, cette vieille Europe, qui s'est tout de même installée au début du siècle et qui a créé ces banques franco-anglaises qui se sont installées et qui géraient tout. Ils se sont crus chez eux. Enfin, c'est quand même hallucinant. Ils ont démantelé l'Empire ottoman pour s'y installer. C'est la logique, pousse-toi de là que je m'y mette. C'est tout de même fabuleux. Donc on est finalement victime des agissements des gens du début du siècle. Il est vrai que on n'avait rien à faire à Istanbul. Il est vrai que ces intrusions bancaires, c'était avec caractère scandaleux, mais vous savez, c'est comme les traités inégaux de 1845 en Chine, où les puissances européennes imposent le commerce de l'opium. Oui, bien sûr. C'est à peu près la même chose. Absolument, absolument. Il est certain que dans les ressentiments anti-occidentaux, il y a parfois, effectivement, des éléments tout à fait fondés, pourrait-on dire, sur le plan de la morale, entre guillemets. Enfin, on l'a cherché. Mais n'oublions pas quand même qu'au-delà de ça, la Grèce, par exemple, a vécu 4 siècles d'un joug ottoman insupportable, effrayant, cruel. N'oublions pas que la guerre d'indépendance menée par la Grèce contre les Ottomans, qui a abouti à l'indépendance de la Turquie en 1829, a été atroce. Les Ottomans avaient une cruauté légendaire. N'oublions pas que cette cruauté légendaire s'est appliquée aux malheureux Arméniens, non seulement par le massacre de 1915, mais déjà dans les massacres de 1898. Les Ottomans étaient particulièrement réputés pour la cruauté de leur joug, la cruauté de leur répression dès qu'il y avait une révolte. Et effectivement, Erdogan fait appel aux nostalgies de l'Empire ottoman, de la grandeur ottomane, et ce sentiment de nostalgie déborde très largement les milieux islamistes. Et qui d'ailleurs sévit aussi en Espagne, puisqu'on voit des colonies de musulmans arriver à Cordoue, à Grenade, comme s'ils étaient chez eux. Et alors justement, vous avez raison, Anne, de mentionner ça, parce que malgré les souvenirs pénibles qu'ont pu avoir certains pays arabes et arabo-musulmans concernant le joug ottoman, qui s'est exercé par exemple en Afrique du Nord avec une main rude. Absolument, oui. Tout ça est oublié. Erdogan jouait d'une popularité extraordinaire dans la rue arabe. Quand Erdogan voyage dans les pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, il est acclamé
par la rue, par la Alors foule. parlez-nous de cette personnalité absolument étonnante. Parlez-nous de sa biographie et de son enfance. Je trouve justement... C'est passionnant tout ce que vous dites sur... J'ai expliqué dans ce chapitre que c'est un génie politique, Oui, Erdogan. oui. Et en effet, Erdogan naît dans une famille très 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 pieuse. Et assez pauvre. Et très pauvre. Il vit dans un quartier traditionnel d'Istanbul, chargé d'histoire. Oui. Il est habité donc par cette histoire. Par l'histoire, oui. Et il est éduqué à la dure. Quand il fait des bêtises, son père le pend par les pieds. Oui. Et il devient... Je trouve que c'est une méthode qu'on devrait employer en France. Et il devient adjoint de l'imam du coin. Il est très pieux. Oui. Il participe à la liturgie dans la mosquée. Et en même temps, c'est un passionné de foot. Et, un très bon élément en foot. Et il est tellement doué qu'il est pressenti pour une carrière internationale par un grand club de foot. Et ses camarades le surnomment l'imam Beckenbauer. Oui. Beckenbauer, le grand champion allemand, et l'imam parce qu'il est tellement pieux. Mais son père ne veut pas qu'il fasse une carrière de foot. Alors c'est extraordinaire, parce que sinon, on n'aurait pas eu l'Erdogan politique. Absolument. On aurait eu le grand champion de foot. Et du coup, il verse dans le militantisme politique qui le conduit à la mairie d'Istanbul. Et ensuite, au poste de Premier ministre, puis de président de la République après la réforme constitutionnelle, etc. Enfin, déjà avant, puis ensuite, enfin, il arrive à avoir ensuite les pleins pouvoirs. Par un référendum constitutionnel en 2018, il devient un président absolu, omniprésent. Il n'y a plus de Premier ministre. Il règne complètement sur la Turquie. Il remplit les prisons avec des magistrats, des journalistes, des intellectuels, des artistes. C'est plein à ras-bord. Il se retourne contre ses anciens amis. Oui, qui lui reprochent d'exercer un pouvoir personnel, comme l'ancien Premier ministre David Toglu, par exemple. Parce qu'il a été extrêmement astucieux. Il a flatté les kémalistes, pas les kémalistes, les partisans de Gülen, qui l'a aidé à avoir le pouvoir. Il a fait semblant de favoriser les libertés publiques et d'être admirant Atatürk. C'est pour les gogos d'Européens. Et c'est pour nous. Et pour les gogos d'Occidentaux, qui l'ont soutenu à fond. Oui. Et l'Union européenne a soutenu à fond, pensant que c'était un merveilleux islamo-démocrate, comme il y a des chrétiens démocrates en Allemagne. C'est ça, oui. Et c'était ils n'ont pas tout à fait compris. Ils n'ont rien compris, c'était l'espoir de la démocratie en Turquie, aux yeux des Européens. Et dans mon livre de 2005, justement, j'avais prévenu qu'il se retournerait à un moment donné. Oui. À l'époque, c'était la coqueluche. Hein. On l'adorait, Erdogan. J'avais dit, mais quand il aura mis la main complètement sur le pouvoir, quand il aura vraiment cassé les reins de l'opposition, les kémalistes, etc., à ce moment-là, il rétablira... il établira une dictature islamiste en tuant les libertés qu'il avait promues pour faire plaisir à l'Occident. C'est ce qu'il s'est produit. On dirait presque un occidental dans sa façon de gouverner. Et effectivement, à partir de 2009, il saccage complètement les libertés publiques. La révolte de Gezi en 2013, c'est la place Gezi où il y a un conglomérat de gens révoltés, notamment qui veulent des libertés, etc. Ils répriment ça très durement. Et en 2016, le coup d'État manqué de 2016 lui donne encore l'occasion de réprimer encore plus puissamment. Si bien que véritablement, il y a presque plus de presse indépendante en Turquie. Et la plupart des opposants à Erdogan sont soit en prison, soit exilés. Soit en Occident. Exilés, absolument. Soit en prison ou en Occident. Et alors, comment vous êtes intéressé à cette Turquie, donc pour la 3e fois? Vous êtes né à Beaune, en Algérie. Oui. Vous connaissez donc bien ce sujet de l'islam. Oui, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. En 1962, nous avons quitté l'Algérie. J'étais dans le bled, voilà. Où il y avait énormément d'égorgements, de terreur. Oui, donc vous êtes vacciné. Et voilà. Et 75% de mes condisciples, même plus à l'école communale du bled, c'était des Arabes, des Afro-Arabes, musulmans. Et donc j'ai baigné dans la culture musulmane dans les 10 premières années de ma vie. Ce qui vous permet de comprendre absolument
Et du coup, à chaque fois, je suis fasciné par l'absence complète de connaissances, d'intuition et de lucidité des élites françaises et européennes concernant la question musulmane, islamique. Mais est-ce qu'il n'y a pas le fait que, comme il refuse le fait religieux de façon maladive, comme des crétins, il leur est impossible de comprendre que des gens vivent avec des lois religieuses. Il n'y a pas ça. Vous avez raison, hein, il y a ça, et ça compte énormément, mais il y a aussi autre chose. Il y a, et c'est corollaire de cela, tout le monde, enfin les élites partent du principe que toute religion est une religion de paix et d'amour. Et que toute religion est à l'image des évangiles et du christianisme né des évangiles. Et quand on demande aux gens, mais déjà quand j'étais à Louis-le-Grand terminal, j'ai demandé ça déjà à mes condisciples. Vous avez lu le Coran ? Non, oui. Mais alors, sur quoi vous vous basez pour parler de l'islam alors ? Non, c'était... Et ça n'a pas changé depuis ? Et ça n'a pas changé, non. Mais puis notre Église est bien responsable, puisqu'elle répète sans arrêt que les musulmans sont des chrétiens comme nous. Enfin, je veux dire, c'est ça, exactement. On est chez les fous. En tout cas, j'ai beaucoup aimé votre livre parce qu'il est très très vivant et il nous fait revivre tout le début du siècle avec cette histoire quand même sanglante et cette responsabilité européenne et Missolonghi et Byron et Victor Hugo. Oui, Byron et Victor Hugo qui ont écrit des vers inoubliables sur les massacres perpétrés par les Ottomans. Absolument. Et donc, mais on n'apprend plus ni Victor Hugo ni Byron en classe, donc ils ne savent pas probablement. Et en tout cas, j'espère que vous viendrez signer votre livre à lire sous les pommiers, parce que nous avons organisé TV Liberté et Radio Courtoisie, nous avons organisé un salon du livre à Trouville, dans le château d'Aguesseau, qui est pas très loin de la gare de Trouville, et donc le dimanche 9 octobre. Et je serais très heureuse de vous avoir parmi les écrivains qui signent, cher Laurent. Merci. Vous me donnerez votre réponse en temps utile. Je vous prends un peu de cours. Merci beaucoup et chers auditeurs, vous passerez un extraordinaire moment à lire Erdogan ou la haine de l'Occident chez Jean-Cyril Godefroy, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un portrait de l'Europe du début du siècle et de l'Europe aujourd'hui, complètement aveugle, et de l'inertie bruxelloise, et puis ce pays que nous connaissons un peu et qui est un pays plein d'énergie et qu'il faut savoir connaître. Merci beaucoup, Laurent Arthur Duplessis. Vous avez un autre manuscrit ? En train ? Non, pour l'instant, non. Non. Bien. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, chers amis TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir Aude de Queyros. Bonjour Aude. Bonjour. Nous sommes de vieilles amies puisque nous nous connaissons depuis Radio Courtoisie et j'ai eu la joie de lire vos deux livres, le premier étant L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, et le second, l'imposture de l'art contemporain, une utopie financière. Et ils sont réédités chez Erol en livre de poche pour l'énorme somme de 9 €. Donc, vous, chers amis, il faut absolument que vous ayez lu ces livres parce que vous comprendrez immédiatement, si vous ne l'avez pas déjà fait, pourquoi la vie artistique est si difficile pour les vrais artistes. Et pour les artistes qui n'ont pas choisi cet art dit contemporain, que j'appelle l'art contemporain. Alors, peut-être allons-nous
présenter succinctement ces 2 livres en quelques mots pour les nouveaux auditeurs, les nouveaux téléspectateurs. Et nous allons aussi parler tout de suite après de ce procès qui vient d'avoir lieu entre 2 artistes, Daniel Druet et Maurizio Cattelan. Et Maurizio Cattelan étant cet artiste qui s'est rendu célèbre en sculptant le pape, qui était à l'époque Jean-Paul II, terrassé par un météorite avec un visage de cire extraordinairement ressemblant, fait justement par Daniel Druet. Et il y a eu un procès, et nous allons rendre compte de ce procès. Donc, en introduction, cher Aude de Queyros, pouvez-vous nous parler de l'art caché, en quelques mots, les dissidents de l'art contemporain? Oui, alors c'est un livre que je me suis sentie obligée d'écrire. Je suis tout d'abord graveur. Vous êtes peintre. Graveur d'abord, bien sûr. Pardonnez-moi, je ne l'ai pas rappelé. Et donc j'ai été témoin au jour le jour pendant toutes ces décennies de ce qui s'est passé. Et je l'ai observé, j'ai connu les gens, je suis un témoin direct en fait. Et donc il s'est passé quelque chose que peu de gens ont compris, c'est qu'en France il n'y avait pas d'art officiel depuis 1870 à peu près, puisque ça a été vraiment une décision de la République que l'État ne se mêlait pas de faire partie des jurys pour les salons, etc. Et que c'est Jules Ferry d'ailleurs qui a dit « Eh bien, vous, artistes, prenez votre destin en main. La République vous offrira des lieux d'exposition. » Ça a été la décision de construire le Grand Palais. Il y aura autant de salons que vous voudrez. L'État prend ça en charge. Et sélectionnez vous-même les artistes. Et d'une certaine façon, la diversité des courants qui s'est développée en France à partir de ce moment-là a été inouïe. C'est comme ça que Paris est devenue la capitale de la France. Paris est devenue la capitale artistique du monde, que tous les artistes étrangers passaient par Paris parce que c'était le lieu où on pouvait exposer dans l'endroit le plus prestigieux et le monde entier pouvait le voir. Et que tous les courants étaient acceptés et qu'il y avait là une sorte de grand échange, de grande discussion entre artistes. Et ça a été une place extraordinaire pour l'art moderne. Alors, tout ça a cessé au tournant des années 80, et nous avons eu l'établissement d'un art officiel, qui est inimaginable en France, et cet art officiel est un art exclusivement conceptuel, qui considérait que tout art non conceptuel était un art qui n'était pas contemporain, donc que tous ces artistes étaient des plagieurs ou des gens attardés, ou des réactionnaires. Enfin, qui était le ministre? C'était Jacques Lang, évidemment. Voilà. Et surtout, en très très peu de temps, ça s'est passé en 1 an presque, ont été créées des institutions qui encadrent totalement la vie artistique, qui distribuent des subventions, et elles sont devenues importantes à cette époque-là. Absolument, oui. En fait, l'État avait tous les moyens de dire ce qui était de l'art ou ce qui ne l'était pas. Et il y a eu un corps de fonctionnaires qui a été créé les inspecteurs. Oui, en 1983. Comme à Moscou. Avec les inspecteurs de la création, etc. Enfin bon, c'est toute une histoire que je raconte pour expliquer comment, dans les années 90, si vous teniez un pinceau, un burin, vous pouviez être considéré soit comme un pauvre réactionnaire ou comme un fasciste. On ne sait pas pourquoi la relation... enfin, on sait, mais disons que c'est une relation qui accuse quelqu'un, le diabolise, conceptuel, et l'élimine. L'ennemi. Voilà, et qui élimine l'ennemi parce qu'il n'y a pas d'autre argument, ce qui ne veut que dire « pousse-toi de là que je m'y mette ». Donc on pousse certains artistes en promotionnant d'autres. On les rend invisibles. Et il faut dire aussi que depuis le début des années 60, la fin des années 50, sont apparus les masses médias. Oui. Et les masses médias coûtent très cher, et donc il y a un monopole de la visibilité qui s'installe. Il faut beaucoup d'argent pour que quelqu'un puisse être visible, et le visible cache
tout ce qui est l'autre réalité. Et d'une certaine façon, il n'y a pas eu de goulag, il n'y a pas eu de violence autre que verbale ou du fait que tout simplement on a fait éliminés. Comme s'il n'existait pas. Alors bon, c'est toute une histoire que j'ai racontée. Que vous racontez, oui. Et en nommant les gens, en donnant des dates, en donnant tous les éléments pour vérifier si c'est vrai ou faux, évidemment. Et ensuite, le livre qui a suivi, j'ai montré... Pardon, vous avez créé en quelque sorte cette notion d'art financier. Alors, effectivement, il fallait expliquer, après la guerre froide culturelle qui avait manipulé les choses, et on commence à en connaître l'histoire dans le détail le plus précis, mais après 90, le système soviétique s'effondre, la guerre froide n'a plus raison d'être, nous sommes dans un système hégémonique, et le système hégémonique a été un système aussi où la propagande est passée par l'art, dans l'idée de faire un art global, mondial, disons qui reflète les valeurs du maître. Et ça s'est imposé d'une façon financière. Le système s'est imposé d'une façon financière. Et donc j'ai décrit comment fonctionne ce système financier qui est encore en vigueur. Mais aujourd'hui, les choses évoluent encore, mais ça sera le sujet d'un prochain livre. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai appris au de Queyros dans votre livre aussi, c'est la confrontation entre les deux grands empires, russes et américains, au moment où en Europe, la modernité battait son plein dans les écoles d'art, dans les beaux-arts. La Russie, elle, était restée extrêmement traditionnelle, avec les mêmes méthodes d'apprentissage. Et vous montrez qu'il y a eu une rivalité entre les deux empires et que donc la création d'objets financiers est partie des États-Unis. Oui, absolument. Tout ça, c'est l'histoire de la guerre froide. Et après, c'est une autre histoire avec la période hégémonique qui commence en 91. Oui. Et on peut dire aujourd'hui que cette hégémonie n'est plus totale depuis une dizaine d'années et que les choses évoluent autrement. On est dans un système pluripolaire. Oui. Et alors, ce qui est absolument important d'imaginer, c'est qu'il y avait quand même une circulation libre et globale pendant 30 ans, après l'effondrement du système soviétique, et que de nouveau, le monde se cloisonne et se clôt. Moi, j'ai des amis russes qui sont très angoissés de voir qu'ils sont à nouveau isolés. Ah parce oui, qu'en Occident, on punit tous les artistes russes qui ne prennent pas parti contre Poutine. C'est-à-dire qu'on a politisé l'art et que c'est une chose qui est inimaginable. L'art devrait être hors de ce... C'est d'une tristesse absolue. Et nous attendons toujours pour inaugurer la belle statue de Jeanne d'Arc de Boris le Jeune à Saint-Pétersbourg. Toute cette belle opération est arrêtée. Il y a un autre livre que je vous conseille, c'est le livre de Israël Shamir aux éditions Sigest, s'appelle Au nom du Christ, et qui explique bien qui explique une partie de cette origine d'art dit conceptuel aux États-Unis et en Israël. C'est un livre très intéressant. Alors, venons-en au sujet de ce matin, ce procès étonnant entre donc Daniel Druet et Maurizio Cattelan. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux artistes ? Alors, Daniel Druet est un artiste français qui est un virtuose, c'est un sculpteur. Et je dirais que c'est probablement le meilleur sculpteur de portrait. Et tout ce qu'il touche, il le rend vivant. Alors, il a une œuvre personnelle, il a beaucoup vécu de ses bustes et de ses portraits pendant beaucoup Pour le musée Grévin, d'ailleurs. Alors, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, il y a eu sa création personnelle, que personne ne connaît, puisque aujourd'hui, être un sculpteur, c'est être totalement invisible dans son propre pays. Oui.
Bon, la deuxième chose quand même, c'est qu'étant tellement doué pour rendre vivant et ressemblant un visage, c'est qu'il a fait les portraits de tous les grands célébrités, dont Mitterrand d'ailleurs, dont François Mitterrand. Mais évidemment, c'est très difficile aujourd'hui pour un sculpteur qui a eu quand même l'école de Rome, beaucoup de prix, oui, j'ai vu. Oui, et qui était reconnu comme un talent exceptionnel. Difficile de vivre. Donc, il a travaillé pour le musée Grévin parce qu'il était une des rares personnes qui puisse faire un tel réalisme n'est-ce pas, dans un visage sans qu'il soit mort, c'est-à-dire sans où il y ait la vie. Donc ça, très très peu de gens peuvent faire ça. Alors, il a beaucoup travaillé pour ça, ce qui lui a permis d'avoir des moyens financiers réguliers. Parce que, évidemment, un artiste de On oublie qu'un artiste mange. Oui, qu'un artiste de ce niveau, aujourd'hui, ne peut pas être professeur de sculpture dans aucune une école des beaux-arts. Oui. Très souvent, les sculpteurs avaient cette possibilité qui rendait le quotidien un peu régulier, si vous voulez, dans ce qui est de se procurer de quoi vivre. Alors, c'est à cause de ça que Cattelan l'a abordé. Alors, Cattelan n'est jamais seul. Il y avait derrière lui Christian Pinault, François Pinault, son mécène, et Perrotin, le galériste. Le galériste et son homme d'affaires. Alors, ils ont commandé un pape, Jean-Paul II. Et il n'y a pas eu de contrat. Et Daniel Drouet ne s'en est pas inquiété, puisque la loi française... Il a été payé. Ah, il a été payé, oui. Bien sûr, tout ça s'est bien passé. Mais lui pensait que la loi française s'appliquait évidemment automatiquement sur la propriété intellectuelle. Et comme vous savez, la propriété intellectuelle en France a été créée en 1793, en pleine Révolution française. Elle traite très bien la question de où est la création, la définition de la création et ce qu'elle engendre comme droit. Ce droit a été tellement bien vu, bien exprimé, que le monde entier, peut-être pas le monde entier, mais beaucoup de pays au monde ont été suivis. Donc, si vous voulez, c'est une loi qui régit le droit dans ce domaine dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et alors, évidemment, depuis que l'art conceptuel est devenu officiel, il y a beaucoup de procès et de conflits entre deux conceptions de l'art, puisque Mauricio Cattelan est un artiste conceptuel. Et pour lui, concevoir, c'est créer. C'est-à-dire qu'il commande un pape écrasé, un pape à Cattelan, à Drouet. Drouet fait ce pape, et en France, on considère qu'il y a une collaboration entre deux artistes. Et il y a l'artiste qui a l'idée, qui conçoit, et simplement, ce sont deux vrais artistes qui répondent à la même définition de l'art, qui travaillent ensemble. Alors, par exemple, Rodin, quand fait travailler Bourdelle, ou fait travailler Pompon, ou fait travailler des gens de ce niveau-là, qui sont Camille Claudel, etc., qui s'appellent, ils ont le statut juridique de praticien. Et le praticien est un autre artiste qui collabore avec l'artiste qui conçoit. Seulement, voilà, Rodin fournit un modélino, il fournit une petite sculpture qui est ce qu'il veut faire en grand. Et il se fait aider par... Comme dans tous les ateliers du monde, depuis que les artistes ont des ateliers. Exactement. Ouais. Et très souvent, les artistes apprenaient le métier en devenant praticien. Et déjà, devenir praticien, ça veut dire que le maître avait reconnu qu'il avait un talent exceptionnel. Alors, que se passait-il ? L'artiste mettait sa signature à droite, le praticien mettait sa signature à gauche. Ah, oui. Et tout le monde savait ce qu'était un praticien, ce qu'était un artiste. Et alors, évidemment, comme ce
sont deux créateurs, eh bien, il y a des droits du praticien. C'est-à-dire que le praticien a droit à sa signature, à ce qu'il soit nommé, à son image. Mais tout le monde sait que ce n'est pas lui qui est, disons, celui qui est le créateur de l'œuvre. Il est praticien. C'est très simple, mais ça crée des droits. Et ce sont deux artistes. Alors, Catelan, lui, on ne peut pas dire que c'est un praticien, un artiste au sens classique du terme. Parce que Catelan dit lui-même, je n'ai jamais touché un crayon et je n'ai pas d'atelier. Il commande. Et il montre, et j'ai un téléphone seulement. Et donc, il dit, tout se passe là-dedans. Et c'est comme ça qu'il est un artiste conceptuel. C'est ce qui se passe un peu avec Jeff Koons. Avec tous les conceptuels. Bon. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas la main à la pâte. Ce n'est pas eux qui créent. Ils ont un atelier. Oui, c'est quand même un autre travail. Alors, c'est une autre définition de l'art. Oui. Il y en a un qui dit la conception suffit, c'est moi qui suis le créateur. Et dans l'autre, alors c'est ça la loi française absolument merveilleuse qui dit concevoir n'est pas créer. Concevoir, c'est la première étape. Mais c'est vrai. Enfin, l'art sans la main, c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et il dit surtout, une idée qui n'est pas incarnée, on n'en est pas propriétaire. C'est un nuage, oui. Non, on n'en est pas propriétaire. C'est-à-dire que c'est une sagesse fabuleuse. C'est-à-dire, je dirais que peut-être la création, la prolixité de la création du monde moderne a été du fait qu'il n'y a pas de propriété des idées. Que les idées, ça se partage, ça circule. Vous pouvez dire, c'est moi qui ai inventé cette idée, personne d'autre n'a le droit d'y toucher. C'est inimaginable. Si vous faites ça, si vous acceptez cette idée, le monde s'arrête. Si vous voulez, un capitalisme des idées est quelque chose qui créerait une catastrophe. Le monde s'arrêterait. Bon. Donc, impossibilité de dire que l'idée, avoir une idée, c'est créer. Et d'ailleurs, vous savez, avoir des concepts, on peut avoir 3 concepts à la minute. Vous dites, une poubelle renversée, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, c'est un concept. La réalisation, ce n'est pas moi qui le fais, mais je suis propriétaire de l'idée. Ça, en France, la loi 111 du Code de propriété intellectuelle ne le permet pas. Mais pourtant, Daniel Druet a perdu. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Alors, voilà ce qui s'est passé. Oui, voilà ce qui s'est passé. C'est que Druet, qui a vraiment, disons, eu un long parcours, a dit « je vais me battre pour l'honneur ». Donc ça, l'honneur de l'artiste, qui est considéré comme un façonnier, comme rien. Bien sûr, hein. Il n'est rien. Qu'est-ce que vous voulez? Il travaille pour le musée Grévin, vous comprenez. Vous avez dit d'ailleurs que seul ce travail a été relevé dans la presse. On l'a réduit à son travail de façonnier pour le musée Grévin. Non, façonnier, c'est pas le mot. Hein. Il est un artiste qui travaille pour le musée. Non, bien sûr, mais disons que c'est ce qu'on a dit dans les journaux. Oui, c'est ce qu'on a dit dans les journaux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu poursuivre. Alors, c'est quand même très courageux. Vous imaginez un artiste qui ne roule pas sur l'or, évidemment, puisque c'est pas évident. C'est pas Jeff Koons. Oui, voilà, c'est pas du tout évident. On est dans un autre monde. Face à Catelan. Le monde ancien. Oui, Catelan qui, je crois que son Hitler à genoux a fait 17 millions. Le pape écrasé par la météorite a fait des millions également. Et à peu près toutes ces œuvres faites par Catelan, qui sont extraordinairement bien faites parce qu'il y a la vie, il y a l'expression, on est saisi, si vous voulez. Puis, enfin, il a l'art aussi de choisir. Il ne choisit pas la petite vieille du coin, ou le baiser, comme tant d'autres sculpteurs. Il choisit quand même des sujets extrêmement conflictuels. Voilà. Le pape écrasé par un météorite, en fait, ce qui est c'est quand même pénible. C'est que l'expression, enfin, tout le saisissement que produit l'œuvre est dans l'expression des mains, du visage, etc. Par exemple, Hitler à genoux est un... Pendant sa première communion. Oui, en première communion. Alors on le voit de dos, et puis après quand on tourne, on voit son visage, et on est saisi. Pourquoi? Parce que ce visage est d'une telle complexité. Comment, vous savez, exprimer
perversité ou quelque chose qui est effroyablement complexe, c'est pas donné à tout le monde. Il faut une science de l'humain, il faut un œil, il faut... Quand il fait sa première communion, on est loin quand même du futur. C'est le visage d'un homme âgé. Il a mis le village. Donc, si vous voulez, vous entrez dans une complexité qui montre, je dirais, le talent hors pair d'ailleurs, comme de Druet. Oui, de Druet. Parce que déjà, il était... c'est déjà Druet qui a fait le visage ? Druet a fait 8 œuvres, dont Hitler à genoux, Le pape écrasé par la météorite, qui sont une longue collaboration. Longue collaboration. Et d'ailleurs, à chaque fois, il réclamait que le droit français soit appliqué, c'est-à-dire les 2 signatures et le fait qu'il soit cité comme praticien dans les expositions, qu'il soit invité aux expositions éventuellement, etc. Chose que il n'a jamais accepté. Donc, à un moment donné, il s'est dit je vais les traîner devant les tribunaux. Ce qui est amusant, parce que ça révèle quand même, de la part de Cattelan, un complexe. Le type qui est sûr de lui invite le plasticien. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est pas ça. Il est incapable de faire... Mauricio Cattelan n'a jamais tenu un crayon. Et d'ailleurs, dans la façon... Oui, mais on le reconnaît. On le reconnaît. Quand on est comme ça, on le reconnaît. On reconnaît l'art du copain qui vient vous aider. Enfin, je veux dire, ça traduit une fragilité psychologique, intellectuelle, morale terrifiante. Je pense que c'est pas trop nécessaire parce que derrière ça, il y a tout le système financier qui fait que ces œuvres passent au-dessus du million par tout un travail de fabrication de la valeur en réseau. Donc derrière Cattelan, tout seul, n'est rien. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit uniquement lui qui soit sous les feux de projecteurs. Oui, mais il faut aussi qu'il y ait le scandale. Il faut le placement de l'œuvre dans certains endroits. Parce que, par exemple, quand Pape écrasé par la météorite a été montré pour la première fois, François Pinault avait choisi une exposition en Angleterre, à Londres. Seulement, personne à Londres n'a réagi. Pourquoi ? Parce que... Ils se foutent du pape. Ils se fichent du pape, absolument. C'est quand même des protestants. Ils ne sont pas papistes. Bon. Donc, quelle importance. Bon. Donc, ça a raté. Disons que ça stagnait à 3 millions, enfin bref. Enfin, tout ça aussi est fait en plusieurs exemplaires. Et donc, il s'est dit, non, j'ai mal placé mon pape. Et François Pinault est allé en Pologne et a discuté avec la directrice d'un musée qui est le musée du ghetto, je crois, de Varsovie. Ouais, c'est ça. Et il lui a demandé s'il pouvait exposer son pape écrasé par la météorite. Là, c'était bien vu, là. Alors, du coup... ça a fait un scandale inouï en Pologne et ça a fait le tour du monde. Le scandale a fait le tour du monde. Et il y avait... Mais là où vous êtes génial, c'est que vous décortiquez en 3 phrases, vous montrez la manipulation dont on est l'objet. C'est quand même fabuleux. Oui. Alors bon, du coup, le pape a pris plusieurs millions et avec Hitler, il a fait la même chose. C'est-à-dire, du coup, là, il commençait à comprendre bien qu'il fallait aller très fort dans le scandale. Donc Hitler, il l'a placé aussi dans les ghettos de Prague et des grandes capitales. Et donc, à chaque fois, ça faisait scandale. Et les cotes ont monté d'une façon fabuleuse, etc. Donc, vous voyez, c'est quand même... là-dedans, Cattelan, il est un maillon d'une chaîne sans laquelle il ne peut absolument pas Vous pensez qu'il a été entièrement manipulé par Perrotin Mais je ne parle pas de manipulation. Et Pinault je ne parle pas de manipulation, c'est une collaboration. Une collaboration, tout, oui. Et d'ailleurs, là, pourquoi il y a une grande... comment dire, il est très très important de gagner ce procès pour l'art contemporain, parce que ça remet en cause l'art contemporain. Pour quelle raison ? C'est que vous avez deux définitions de l'art exactement inverses l'une de l'autre. Donc, le tribunal, il doit choisir une des deux définitions. Or, la définition, disons,
où le concept, faire un concept, ce n'est pas faire de l'art, ce n'est pas créer. Il faut incarner le concept, qui est la définition du code du droit de la propriété. Si on l'applique, le tribunal est absolument obligé de donner droit à Druet. Si vous voulez, vous avez tout un système qui s'écroule, parce que ça crée évidemment un événement, une jurisprudence qui est déjà établie depuis longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'autres, comment dire, il y a des procès tout le temps. Oui. Et alors, mais celui-là, il a pris une énorme ampleur parce que c'est très clairement posé. Le problème est très clairement posé. Mais par ailleurs, moi, je suis allée à la plaidoirie, c'était en mai de cette année, et donc j'arrive au tribunal et on indique la salle, je regarde sur le panneau, je vais voir la salle, une toute petite salle avec 10 places, et puis, vraiment un placard. Donc, devant le placard, il y avait 100 journalistes venus du monde entier qui attendaient, parce qu'avec les photographes et tout ça, d'où ils sortent ceux-là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors évidemment, tout le monde a été amené dans la plus grande salle du tribunal de Paris. Et là, on a vu quand même trois avocats défendre Catellan et un avocat défendre Druet. Alors donc, 4 avocats, ça fait quand même avec un temps limité. Donc, l'avocat de Druet a eu 20 minutes et les 3 autres avocats ont eu 20 minutes aussi. Mais chacun. Chacun. Bien sûr. Donc, celui qui a le plus de fric gagne. 3 avocats, quand même. Tout le monde était aux aguets. Vous aviez toutes les grandes figures de la critique de l'art contemporain, du Monde, du Figaro, mais aussi de partout dans le monde. D'ailleurs, la presse a été énorme. Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est le sort de tous ces artistes qui travaillent sans statut. Oui. Bien sûr. Les esclaves. Voilà, d'une certaine façon. Et puis alors aussi, c'est-à-dire que si la définition de l'art traditionnel, originel est choisie... Oui, originel. Oui. C'est un bon adjectif. Et choisi, parce que c'est comme ça depuis toujours, eh bien, l'autre est nié. Donc, le fait que le concept soit création, c'est nié. Donc, si vous voulez, d'une certaine façon, le pilier de l'art contemporain s'effondre. Alors, il y a autre chose que vous avez écrit d'ailleurs c'était un article sur l'art sacré. Vous avez écrit un livre aussi sur l'art sacré qui s'appelle Sacré art contemporain. Sacré art contemporain. Évêque, inspecteur et commissaire. Voilà. Et en préparant cette émission, j'ai lu quelques articles, notamment celui d'un prêtre spécialiste d'art contemporain et d'art conceptuel, qui pond un texte extraordinaire sur le pape terrassé par un météorite. Et on se rend compte que c'est lui qui fait tout le travail. Le rouge de la carpette, c'est le sang. D'ailleurs, l'œuvre s'appelle La 9e heure, la nonna ora. Il imagine, il se fait un roman sur cette statue. Et donc chacun se fait sa propre histoire. Cela dit, vous savez, c'est une belle œuvre. Parce que il y a un sens tragique dans cette œuvre. Oui. C'était avant l'attentat ou après l'attentat? Après l'attentat, oui. Il y a un visage qui est tout à fait... Qui est magnifique. Magnifique, etc. Oui. Donc l'œuvre en soi, elle n'est pas critiquable. D'ailleurs, on ne fait pas la morale sur les œuvres. Elle est bonne ou mauvaise. Absolument. Quand on est dans le domaine de l'art, les côtés moralisants et les discours... Il y a un petit côté... volonté de scandale qui moi personnellement m'exaspère. Disons que c'est la mise en scène. Ça n'a rien à voir. Quand Courbet peint le vagin, l'origine du monde, alors ça fait scandale, mais ce n'est pas un scandale. Parce que le vagin, il existe. Quand Catellan fait cette statue,
installation, je vais appeler ça installation, il sait qu'il va scandaliser les millions de catholiques. En fait, donc, lui, et d'ailleurs c'est ce que dit l'avocat de Drouet, il dit Daniel Drouet a fait l'œuvre et Catellan, lui, il a fait la mise en scène et tout le travail de la fabrication de l'événement, du scandale, etc. Bon. Il y a une différence, si vous voulez, entre les deux activités. Et il dit donc, tout ce qui a trait à l'œuvre revient à Drouet, et tout ce qui concerne la mise en scène, le concept, le scandale, etc., ça revient à Catellan. Donc il voit bien qu'il y a deux choses. En tout cas, la justice déboute Drouet pour l'instant, mais uniquement pour un vice de forme. Il n'a pas attaqué, si j'ai bien compris, sur le fond. Sur le fond. Voilà. Donc c'est reporté et vous viendrez, s'il vous plaît, nous dire la suite parce que c'est. Oui, enfin, je vous dis tout de suite que ça a été reporté pour vice de forme, alors que ça avait. Un an avant, le tribunal avait dit qu'il était recevable. Un an après, il a dit qu'il était irrecevable. Donc, à mon avis, il y a eu des pressions du ministère de la Culture et du milieu qui ont fait qu'on retarde le plus possible. Des pressions sur la justice? Oh non, je ne crois pas. Oh, non, franchement, non. Bien. En tout cas, en tout cas, disons qu'il y a beaucoup d'intérêt et donc ils ont repoussé le problème. Mais en pensant que Daniel Drouet ne réagirait pas. Or, Daniel Drouet fait appel 2 fois. Il fait appel sur le jugement d'il y a un an qui disait que c'était recevable, pour aller en appel, et il recommence tout le procès dès le départ parce que la deuxième chose qu'on lui reprochait, c'était de ne pas avoir attaqué Catellan directement. Mais Drouet n'a jamais pu avoir l'adresse de Catellan pour pouvoir la signer. Et là, il l'a. Donc, il recommence tout à zéro, il réattaque. C'est un match extrêmement important. Merci 1000 fois, Aude, de nous éclairer, parce que c'est vraiment une illustration de vos 2 livres, encore une fois, L'art caché, les dissidents de l'art contemporain, L'imposture de l'art contemporain, une utopie financière, les 2 livres chez Erol en livre de poche. Et d'ailleurs, chers amis de TV Liberté, vous pourrez retrouver et acheter ces livres d'Aude de Queyros au château d'Aguesseau à Trouville le 9 octobre, où nous organisons avec TV Liberté et Radio Courtoisie une signature qui s'appelle « Lire sous les pommiers ». Donc à Trouville, 9 octobre, messe à 11h30, pique-nique sur l'herbe, si vous voulez, et la vente dédicace commence à 13h. Et Trouville, c'est tout près de Paris, c'est à 1h30, et les crevettes sont très très bonnes à cette époque-là. Et les pommes aussi. Les pommes aussi. Elles sont sur les arbres. C'est donc 786 route d'Aguesseau à Trouville. C'est un très beau château qui date du XVIIe siècle. Et c'était le château du général de Castelnau, de grande mémoire. Deuxième petit procès, j'en parle très vite, c'est le procès de cette fameuse statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, qui a quitté la cour d'une école et qui a été installée il y a un certain nombre d'années devant une église, sur le parvis donc d'une église, et il y a 3 gars de la libre pensée. Dans toutes les villes de France, il y a 3 gars de la libre pensée qui cogitent, qui doivent se réunir toutes les semaines pour cogiter au procès qu'ils peuvent intenter pour éradiquer la vie catholique en France. Et là, ils ont gagné une première manche, puisque la Cour de justice demande que soit retirée la statue de Saint-Michel sur ce parvis.
Mais, comment dire, le maire, il tient beaucoup, c'est un ancien parachutiste. Saint-Michel est le patron des parachutistes. Et ce qu'il y a de très drôle, et ça, c'est important à dire, la juridiction, qui était donc en appel, met en avant l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Donc, cette statue représente un caractère religieux, or, elle doit être éradiquée. Donc, je voudrais bien signaler cette référence à une loi de 1905 dont on parle beaucoup, mais qui a tout de même, dont le fond a tout de même été d'éradiquer toute la présence catholique dans les villes et les villages de France. Voilà, on en est là. Tant qu'on n'aura pas fait l'inventaire de tous ces actes anticatholiques de la République, à mon avis, on n'aura pas compris le film. Et dernière réflexion, quand 3 gars de la libre pensée ont plus de poids que les 95% 95%, je crois, oui, 94,51% des votants de la ville des Sables-d'Olonne qui voulaient garder ça, je me demande où est la démocratie dans ce pays. 3 contre tous les 95%. C'est à y perdre son latin. Voilà. Aude, merci beaucoup encore une fois d'être venue nous présenter cette affaire étonnante qui éclaire finalement tout votre travail depuis 30 ans. Oui, disons que ça résume. Merci beaucoup Aude de Queyros. Merci Anne. À très vite, chers amis de TV Liberté.